Bonjour, bienvenue, je m'appelle Chris, je suis prof d'anglais pour francophones chez Day One English. On se spécialise dans les cours d'anglais pour francophones. Et dans cette première vidéo, j'aimerais parler d'un problème fréquent venant du français. C'est de considérer que le rapport entre les lettres et les sons est pareil en anglais qu'en français, alors que bien sûr, pas du tout. En français, les lettres, les voyelles se rapportent directement à des sons. Par exemple, la lettre A se rapporte toujours à A, au son A. Donc il y a un rapport direct, presque parfait, entre le A et le son A, la lettre et le son. Par exemple, le chapeau, il n'y a pas lieu de deviner. Même sans connaître le mot chapeau, si on connaît la phonétique du français, si on sait lire le français, il n'y a pas lieu de faire d'erreur. Le A de chapeau ne peut pas se prononcer autrement que A, hormis les mots étrangers, comme par exemple baseball, où on fait des exceptions, mais sinon A c'est toujours A, E-A-U c'est toujours O, et ainsi de suite. Donc on peut. L'avantage c'est qu'en français on peut réellement prononcer à la lecture des mots qu'on n'a jamais rencontrés avant, parce qu'il y a très peu de surprises à ce niveau. Mais bien sûr, la fonction des lettres en anglais, pour des raisons historiques et d'évolution, est complètement différente. On peut considérer que le rôle des lettres aujourd'hui est plutôt un rapport visuel pour le lecteur, la lectrice, d'un mot appris au préalable. Et on peut prendre comme exemple le mot banane. On voit fort bien qu'en français, la banane, il n'y a pas lieu de deviner. A, c'est toujours A, le E est toujours muet sur tous les mots de plus de 3 lettres, donc c'est assez simple à faire. Mais banane, allez savoir pourquoi E, A, E, on a un long A en plein milieu, the banana, et en Amérique on le prononcerait encore différemment. Donc en plus on a le problème de la norme. Quelle est la norme anglaise à suivre? Dans cette première vidéo donc, j'aimerais parler de 3 erreurs fréquentes, et je vais prendre comme exemple could, would et should, dont on entend beaucoup de francophones dire le L, could, should et would. Donc ici il y a 2 problèmes. Déjà il y a la prononciation du OU, dont on fait un peu un transfert du français vers l'anglais. On se dit, ben, en français, le OU c'est OU, donc ben, on va essayer de faire le OU en anglais, on va voir si ça va marcher. Et bien sûr le L qu'on veut prononcer alors que non, pas du tout. Donc, pour le dire correctement, I could, I should, I would. I could, I should, I would. Il n'y a pas de L du tout. Donc ceci, c'est une première erreur très fréquente. I could, I should, I would. Vous pouvez laisser tomber le L, il n'existe absolument pas. Et le deuxième souci, c'est que dans la prononciation du OU, venant du français, très fort, ce qu'on fait souvent, pardon, c'est que on tape un peu le. On fait 2 choses. Parfois, on tape un peu un best-of entre 2 sons. C'est-à-dire que un francophone qui aborderait ce mot, une francophone, could, should, would, se dit bon, j'ai 2 options. Qu'est-ce que je fais? Je fais le OU, je tape dans le OU, I could, parce que c'est ce que je ferais en français, I could, sachant que le son O, I could, ça c'est très léger, hein, I could n'existe pas en français, donc que fait-on? Donc c'est un peu entre le OU et le O en anglais, c'est dur de faire hors contexte, mais I could, ben, le prochain son en français c'est O, comme l'eau que l'on boit, donc on a OU, O, et entre les deux il n'y a vraiment rien. Donc souvent en français on se dit bon ben je vais prononcer ou alors je tente d'imiter l'accent anglais, et encore faut-il le définir, mais je tente d'imiter un accent anglais, je vais aller vers O, l'eau, I could, et on entend ça parfois aussi, I could. Mais alors que faire? Bon, finalement la seule option c'est d'essayer d'imiter le vrai son anglais. Donc I could, I should, I would. Could, c'est très léger comme son, hein. C'est vraiment entre le OU et le O. La meilleure façon dont je peux expliquer ça, c'est comme des teintes. Imaginez-vous une couleur, par exemple le vert. Si on prend le vert, on peut aller du vert foncé jusqu'au vert clair. Si votre vert clair est trop clair, on est dans le blanc là, on est dans la prochaine couleur. S'il est trop foncé, on se dirige vers, je ne sais pas moi, le bleu, qu'est-ce qu'il y a après le vert foncé, je ne sais pas, mais le noir même, le brun. Mais c'est plus techniquement un vert. Il y a beaucoup de palettes de vert, tout comme autour de moi il y a beaucoup de palettes de bleu, donc on a les rideaux qui sont bleus. On a ceci semble être bleu, mais c'est gris. On a les rideaux bleus, on a. Non, c'est un jeans gris ça. On a plusieurs. Ici, ça c'est un bleu différent du bleu ici, mais c'est tous des bleus. Là, c'est bleu clair. Donc on a différents types de bleus, vous avez compris l'idée. Mais si on va trop foncer, ben, ça c'est noir.
Donc les sons, c'est comme ça aussi. Donc entre le OU et le O au français, il faut trouver le could. Et ça demande bien sûr de l'entraînement. Mais en tout cas, ce qu'il ne faut pas faire, c'est considérer que les lettres anglaises, ça c'est le but de cette vidéo ici, que les lettres anglaises que l'on lit symbolisent des sons. Bien souvent, ce n'est pas le cas du tout. Je pense qu'à l'origine, le problème commence à l'école. Forcément, la structure étant ce qu'elle est, on est 20 élèves ou plus dans une classe, on a un professeur, bon, on ne peut pas faire 1000 trucs, on ne peut pas commencer. C'est très, très dur pour un professeur de faire de l'anglais parlé, parce que ben, la première question, c'est ben, comment je les évalue. Même si vous divisez une classe de 20 élèves, 25 élèves en groupe de 4, de 5, ben, il faut passer d'un groupe à l'autre. Comment est-ce que vous donnez une évaluation en termes de qualité à cet exercice? C'est très dur à faire, il faut presque voilà, prendre des gens individuellement, les écouter, faire des répétitions, répétez-moi I could, plein de fois avant d'être sûr. Donc les écoles ne sont pas équipées pour ça, quel que soit le pays. Ça ne dépend pas de la France uniquement ou de la francophonie. Hein. Je pense au Québec, la Belgique, la Suisse. Ce n'est pas un problème typiquement français, mais aussi voilà, on peut toucher à un autre problème aussi qui est bien sûr la formation des professeurs eux-mêmes, parce que voilà, il ne faut pas se leurrer. Quel est le pourcentage de professeurs français qui travaillent aujourd'hui dans les écoles ou les lycées ou disons ou même dans les écoles primaires qui sont des vrais anglophones? Il y en a très peu, le pourcentage est très petit. Donc finalement, les professeurs d'anglais qu'on a dans les lycées, même s'ils sont très bons, c'est pas ça, c'est pas la question, mais ne sont peut-être pas équipés à faire de la phonétique. Ils sont pas équipés, mais ils n'ont peut-être pas le savoir-faire non plus. Moi, je suis techniquement prof d'allemand, je peux pas faire de la phonétique allemande, j'en sais rien, je l'avoue. Moi, j'ai un master en allemand, j'ai aucune idée comment faire de la phonétique allemande, c'est pas du tout mon créneau. Donc, je peux enseigner l'allemand grammatical, ça oui, je peux vous expliquer comment les déclinaisons fonctionnent, mais de là à faire de l'allemand phonétique, non, pas du tout. Hein. Donc, et par exemple, on peut prendre un autre exemple ici, c'est si on compare en phonétique, c'est le petit triangle, là, the bus, et si on compare ça à... Ouais, on peut comparer le mot bus, donc le bus, au mot clever, qui veut dire malin, intelligent, clever. Donc ce mot se termine par un A, clever, clever. C'est pas exactement le E français, c'est pas non plus le A français, c'est entre E et A, A. C'est E-A-A. C'est entre les deux. C'est littéralement la première fois de ma vie que je fais ça, mais E-A-A. Ah, c'est un mariage des deux. Hein. Donc ici, c'est de nouveau des palettes de couleurs. On est entre les deux. Et donc, clever, mais ça se distingue de boss. Mais ça, à l'oreille, c'est très dur hein, de distinguer ce genre de choses. Et est-ce que les écoles sont équipées à faire ça? Distinguer le boss, the boss, en phonétique, c'est le U inversé, et the boss, le petit triangle, je veux dire, et clever, qui est un peu plus ouvert. La différence entre boss et clever, c'est que le A est un peu plus ouvert, celui de clever, mais le boss est un petit peu fermé. Encore faut-il l'entendre, bien sûr. Donc, ça, c'est simplement pour illustrer que les écoles ne sont pas formées, pas équipées à ce genre de choses. Je regarde mes notes, donc could, should, would, le L silencieux, et le OU ne symbolise pas ou. On peut le faire et on peut être compris même. On peut être compris, comprise. Il va falloir que je m'habitue à parler en genre. Could, should, absolument pas. On peut dire cou avec le OU, mais voilà, ça va être un peu perçu comme francophone, hein, francophone qui parle anglais. Naturellement, ça dépend de vos besoins réels dans la vie de tous les jours, à quel point aurez-vous besoin d'échanger avec des anglophones natifs. Le but de cette vidéo est donc de vous sensibiliser, de vous alerter au fait que les lettres en anglais ne représentent pas des sons, donc il faut vraiment toujours se méfier quand on voit quelque chose qui est écrit, et ça malheureusement je crois que ça commence à l'école, parce que bon, il faut un support écrit, et puis le support écrit devient la référence, et puis on prend des mauvaises habitudes comme ça, donc could, should, would, absolument pas de L, je l'ai dit assez, mais par exemple on a la même chose dans talk et walk, on a le même problème, donc ici bon, c'est de nouveau un peu la même logique francophone qui tente un peu de trouver des solutions. Donc on voit talk et walk, on veut prononcer le L, I talk, I walk, parce que voilà,
En plus, voilà, talkie-walkie, on devrait d'ailleurs dire walkie-talkie, mais je ne sais pas pourquoi les francophones disent talkie-walkie, soit. Mais un walkie-talkie, ce sont des voyelles longues. Ici, on a un peu un autre problème, c'est que le francophone doit se forcer oh, à étirer les lettres, parce qu'en français, c'est pas du tout comme ça fonctionne pas comme ça. Ce sont des sons courts pour la plupart, hein, la majorité. Donc, I talk, I walk. Double difficulté, se forcer à oh, quelle est la bonne longueur? On peut se dire, tiens, je dois étirer mon oh jusqu'à où en fait? Donc, I talk, I walk. C'est un son très rond, hein? Oh, oh. I talk, I walk. So, si vous le faites en américain, bien sûr, I talk, ça c'est encore autre chose, mais ça je ne sais pas le faire. Donc I talk, I walk, pas de L non plus. Donc là vraiment on a couvert 5 cas d'erreurs fréquentes avec le L qui se prononce. I should, I would, I could, I talk, I walk, ça absolument pas. Should, could, would, talk, walk. Pas de L donc ici. Non seulement faut-il étirer cette voyelle, talk, O, c'est un peu une valeur d'un et demi si on veut. Hein. Donc si on prend un mot à 2 syllabes, voilà par exemple le mot clever qu'on a utilisé il y a une minute, clever, malin, intelligent, bon, les deux sons ont la même longueur. Ça, le français fonctionne comme ça. Hein. Ta 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 ta, toutes les syllabes ont la même longueur. So, clever, clever. Donc ça c'est deux sons courts, mais on a aussi les sons longs en anglais. Et le son long a valeur d'un et demi si on veut. Hein. Donc I talk, c'est pas I talk, ça ne doit pas être trop long. I talk, I walk. Donc ici on a de nouveau le même problème de tiens mais on va taper dans quel son par rapport au français. Beaucoup de francophones abordent l'anglais comme ça. Donc on se dit bon, I talk, ok, ben c'est assez proche de O en fait, E-A-U, l'eau que l'on boit. Donc on va dire I talk, I talk. Mais ce qu'il faut, c'est un peu trouver la bonne fréquence, hein, trouver la bonne teinte de verre. I talk, c'est pas oh, I talk, c'est I talk. C'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus rond. Est-ce que c'est un problème? Ben, ça dépend. Ça dépend si où on veut. Est-ce qu'on veut donner l'impression qu'on est francophone parlant anglais tel qu'on parle français, donc good morning, I talk with you, on peut, bien sûr, on peut, mais c'est pas idéal parce que je crois qu'il y a une autre chose dans les écoles, c'est que on ne dit pas assez aux élèves que l'anglais est très subtil. On peut dire que le français, le contenu d'un mot, d'une phrase française, c'est comme une équation. 1 plus 1 plus 1 plus 1, etc. On le fait 7 fois, égale 7. Donc 1, 7 fois, égale... C'est comme une équation parfaite. Le français est comme ça, mais l'anglais est bourré, est blindé de subtexte. Le subtexte, c'est le contenu, le message que les mots ne disent pas. Et ça se fait dans l'intonation, dans la prononciation. Donc quelqu'un peut... Prenons l'exemple le plus facile à comprendre, l'ironie, donc dire quelque chose, mais en vérité vouloir dire autre chose. En français, ça se fait, bien sûr, il y a l'ironie. Hein. Oh, ben, je suis content de vous voir, vous. On sait très bien qu'on n'est pas content. Ça, c'est un cas d'ironie absolument explicite. On ne peut pas rater ça. Hein. Mais on peut dire que l'anglais fonctionne comme ça en permanence, et spécialement l'anglais britannique. Il y a toujours un... en fait, ce qu'on fait en anglais, quand on parle anglais, on inclut ses sentiments. Donc on se dit, c'est instinctif, hein, c'est super rapide, mais on se dit, tiens, comment est-ce que je me sens par rapport au message? Comment est-ce que je veux enrober ce message de telle façon à ce qu'il soit perçu selon mes sentiments pour la personne qui m'écoute? C'est très subtil, donc c'est pas vraiment des phrases qu'on lance. Hein. Le français, c'est le message. Je dis un message. Je dis, voilà, hein, la table est belle. Mais il n'y a pas 1000 façons de dire la table est belle. On ne peut pas vraiment jouer sur l'intonation pour... on peut pas, on peut pas commencer à dire la table est belle. La table est belle. C'est bizarre en français. On ne parle pas du tout comme ça. Hein. Factuellement, la table est belle. Ah oui, la table est belle, oui. Ah, la table est belle. On ne peut pas jouer sur l'intonation. Je ne pourrais pas trouver 3 exemples. Je ne pourrais pas trouver 3 façons de dire la table est belle. En anglais, vous pouvez le dire de beaucoup de façons, très subtiles, surtout pour les phrases plus longues. Mais tout dépend de votre humeur, qu'est-ce que vous voulez exactement communiquer, c'est le sous-texte, hein, le subtexte. Donc vous pouvez dire la table est belle
de plusieurs façons différentes. Comme je n'ai pas préparé, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais je ferai sûrement une vidéo sur ce sujet. Pour conclure sur ce point donc, la décision reste la vôtre. Est-ce qu'il est stratégiquement intéressant de parler anglais avec un accent, comme on dit, à couper au couteau? C'est votre choix, bien sûr, hein. Je crois que la décision ne se fait souvent pas en connaissance de cause, c'est-à-dire que puisque les riches subtilités de l'anglais ne sont pas enseignées, phonétiques, hein, je dis, les riches subtilités de l'anglais phonétique ne sont pas enseignées dans les écoles, parce que comment voulez-vous mettre ça dans un manuel scolaire? Je crois qu'on minimise le problème, on sous-estime, disons, le problème. On se dit, si j'utilise les mots qui appartiennent à la langue anglaise, c'est bon, je parle anglais puisque j'utilise leurs mots, mais c'est pas ça. Il y a un océan beaucoup plus profond. Là c'est la barque, hein, mais sous la barque, il y a 10 kilomètres de mer. Hein, on pourrait dire ça finalement. Hein, pardonnez-moi l'image, hein, mais donc je crois qu'on peut dire, bien sûr, imaginons qu'on travaille dans l'hôtellerie, on pourrait dire Good morning, ma'am, monsieur, did you sleep well? Yes, oui, ok. Donc oui, on est en train d'utiliser les mots qui appartiennent à l'anglais, et un anglophone comprendra, tiens, on est en train de me demander si on me dit good morning. Ce que l'anglais ne comprend pas, par contre, c'est le ton sur lequel vous le dites. Et là, c'est la phonétique anglaise qui transmet cette information. Donc on peut dire good morning. Ok, oui, je comprends le mot, je comprends le message, l'information, good morning. Ok, on, on, on sait que je suis là, donc voilà, dans le lobby de l'hôtel, on me dit, tiens, on a remarqué ma présence, c'est poli, oui, on m'a dit good morning, donc on m'a remarqué. Mais la personne ne vous perçoit pas, ne sait pas lire votre sentiment. Ça reste au niveau du message, et ça, l'anglais ne fonctionne pas comme ça. Donc, good morning, did you sleep well? Voilà, on me demande si j'ai bien dormi, mais ça ne dit pas si vous êtes intéressé, ça ne dit pas comment vous vous sentez par rapport à la question, ça ne dit rien sur la chaleur de votre question, la froideur de votre question, ça dit rien en fait à un anglophone. Ils entendent simplement les mots did you sleep well? Avez-vous bien dormi? Oui, enfin ouais. Mais l'anglophone ne sait pas vous lire. En anglais, quand on parle anglais, on lit l'un dans l'autre. C'est très bizarre à expliquer, hein, mais j'essaye pas de mystifier, mais c'est un fait. Et là, voilà. Donc voilà, c'est votre choix, mais le but de cette vidéo était donc d'alerter tout le monde au fait que les lettres en anglais, quand on les écrit, quand on les lit, ne représentent absolument pas des sons. Ou alors en tout cas pas par défaut. Parfois oui, mais souvent non. Voilà, merci beaucoup. C'était une première vidéo pour Day One English. Je m'appelle Chris. Au revoir, à une prochaine. Merci.